Hola, que tal? Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et nous voilà pour un nouveau débriefing. Il y a un nouveau Grand Prix qui vient de se terminer, la victoire de Max Verstappen sur le Grand Prix du Mexique. Ça c'est relativement commun parce qu'il s'était déjà imposé plusieurs fois lors du Grand Prix du Mexique, Max Verstappen, et ça fait une victoire de plus pour le pilote Red Bull devant Lewis Hamilton et Sergio Pérez. Première fois d'ailleurs de l'histoire qu'un pilote mexicain termine sur le podium au Mexique, avec ce podium donc de Sergio Pérez, cette troisième place avec sa Red Bull. Si vous ne connaissez pas ces débriefings, soyez déjà les bienvenus. Je vous fais la course des 20 pilotes dans l'ordre d'arrivée. Donc rassurez-vous, on parlera de Valtteri Bottas, mais dans longtemps, puisqu'il finit 15e, et c'est bien normal du coup. Mais voilà, on va commencer par Max Verstappen, et on terminera par Yuki Tsunoda. Et puis pour les habitués, soyez de nouveau les bienvenus, que ce soit sur Twitch ou que ce soit sur YouTube, quand je vous poste la vidéo. Dans la foulée, 71 tours donc de l'Autodromo Hermanos Rodriguez à Mexico City. D'ailleurs, soyons précis, parce que je vous dis Grand Prix du Mexique, non, c'est le Grand Prix de la ville de Mexico. C'est important, évidemment, ça n'est pas le Grand Prix du Mexique, tout comme la semaine prochaine, ça n'est pas le Grand Prix du Brésil, mais le Grand Prix de Sao Paulo. Voilà, ne me demandez pas, tout ça ce sont des considérations plus pécuniaires qu'autre chose, bien évidemment, mais Max Verstappen qui s'impose, qui a pu, quand même, extraordinaire, monter avec sa voiture, avec le fameux ascenseur. Très très belle pose sur le podium, le mec il est là, c'est le boss du game et ça commence à être pas mal évidemment cet avantage dont il dispose Max Verstappen, parce que on va monter maintenant à 19 points d'avance au championnat du monde. Après une course impeccable, il a été absolument impérial, il s'impose avec 16 secondes et demie d'avance et vraiment voilà, c'était parfait. Il a pris le départ qu'il fallait. Alors je vous avoue que j'étais un peu surpris parce que on en avait parlé dans le Racing Café et dans l'émission Grand Prix aussi en début de semaine. Faut pas oublier que le Mexique, c'est le circuit qui est le plus haut évidemment en termes d'altitude, plus de 2000 mètres, plus de 2200 mètres d'ailleurs d'altitude. Donc forcément, vous avez un air qui est beaucoup moins dense. Donc même si vous mettez des ailerons braqués à fond, vous avez un appui similaire quasiment à Monza et donc du coup c'est très compliqué. Mais aussi, ce que ça fait, un air comme ça, c'est que ça diminue réellement le phénomène de l'aspiration. Voilà, ça le diminue réellement, et donc forcément, on pourrait croire avec cette ligne droite de 900 mètres qu'on va avoir un départ façon Sochi de la folie absolue, et puis on a vu dans les années précédentes que c'était pas toujours le cas, et d'ailleurs c'est arrivé qu'une seule fois, si je dis pas de bêtises, que le poleman ne se retrouve pas en tête au premier virage. C'était quand Lewis Hamilton avait pris un départ de folie furieux, je crois que c'était en 2018. Il s'est lancé troisième, il était quasiment déjà en tête alors qu'il venait juste de prendre la pulsion, c'était vraiment un départ parfait. Bon, du coup, Valtteri Bottas n'a pas mené dans le premier virage, c'est Max Verstappen qui a été impeccable, et c'est vrai que lui, il arrive toujours à être très bon sur ses départs. Sur cette première chicane, il arrive en fait à bien trouver le bon point de freinage et à bien se placer. Il avait fait le coup notamment en 2017 avec Sébastien Vettel qui s'était engagé, il était à droite, il s'était engagé en tête dans le premier virage, mais Verstappen avait tenu à l'extérieur, ils se sont touchés, et c'est Verstappen qui avait mené le Grand Prix. Mais ici, il a fait le plus dur en fait dès le début de cette course. Voilà, il mène l'épreuve en prenant donc la tête au départ. Il y a la voiture de sécurité, donc ensuite arrive le restart. C'est le seul moment où il y a un danger pour Verstappen dans cette course, parce qu'on ne sait jamais. Il suffit qu'il prenne pas un super bon départ, qu'il glisse un peu dans la dernière courbe. Ça a déjà arrivé ce week-end, on l'a vu aussi par exemple Lance Stroll qui s'est craché dans cette dernière courbe lors des qualifications. On peut, un petit peu de poussière, ça peut en tout cas jouer quelque chose. Et il peut se faire passer par Hamilton à la droite qui suit. Il a été impeccable et ensuite intraitable, et je pense aujourd'hui on va retenir ce Grand Prix de Mexico, beaucoup plus simple que du Mexique ou de la ville de Mexico. Grand Prix de Mexico, c'est bien pratique. Je pense qu'il faut le noter celui-là comme étant le Grand Prix où Verstappen et Red Bull a un peu dégoûté Hamilton. Je dis pas qu'ils l'ont complètement dégoûté, et je le mets pas hors de la lutte pour le titre, parce que c'est évidemment loin d'être le cas, et que vraiment faut pas, il reste encore 4 Grands Prix, donc on peut y aller tranquillement. Je vous rappelle que à 2 courses de la fin du championnat 2007, Kimi Räikkönen avait 17 points de retard et il a été champion du monde. Là, imaginez que il y a 20 points d'écart à 4 courses de la fin, mais c'est 20 points d'aujourd'hui. Lui, c'était 17 points avec l'ancien système où c'était 10 points par victoire, donc ici 20 points c'est moins d'une victoire, donc vraiment tout est encore à jouer. Mais je pense, on a quand même ce sentiment que Verstappen était tellement au-dessus du lot. C'est-à-dire qu'il n'a forcé à aucun moment. Vous avez vu, c'était vraiment d'une simplicité déconcertante ce Grand Prix pour lui. C'était compliqué en qualif, il y a eu une qualif un peu étonnante sur Red Bull, effectivement, on se retrouve 3 et 4, ça c'était totalement inattendu. Mais une fois qu'il a pris la tête, Verstappen, rien ne pouvait venir le gâcher, et c'est ce genre de course où ça arrive,
il était dans un autre, comme disent les Américains, dans un autre zip code, dans un autre code postal par rapport aux autres. C'est-à-dire que lui, il était à Guadalajara et eux, ils étaient à Mexico. Mais il était ailleurs comparé aux autres. Merci à Savoir Inconnu, merci Sepsant aussi pour vos abonnements sur Twitch. Mais c'était fou. C'était fou de voir ça, une domination pareille. Il a été impeccable aujourd'hui, Max Verstappen. Victoire tout à fait méritée. Et il est en tête du championnat. Maintenant, il commence aussi. Alors, ça va devenir, bien sûr, de plus en plus des moments charnières aussi pour Max Verstappen. Parce que c'est pas la première fois qu'il mène le championnat du monde. Il l'a mené à de nombreuses reprises cette année. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il n'a jamais été dans cette situation où il mène le championnat si proche du but. Souvenez-vous de Nico Rosberg en 2016. Il l'a dit. Il était focus toute la saison. Il a fait absolument tout ce qui était dans son pouvoir pour maximiser chaque performance. Tout était là. Mais il l'a aussi dit. C'est à partir du moment où le titre mondial est devenu plausible, quand il a gagné à Suzuka et qu'à partir de ce moment-là, il pouvait finir deuxième de toutes les courses et devenir champion du monde, ce qu'il a d'ailleurs fait, bah c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu limite insupportable pour lui parce qu'il était dans cette situation incroyable. Et donc pour l'instant, bah, Verstappen, voilà, c'était dans le tête du championnat, mais il reste encore 15 courses, voilà, bon, tranquille. Maintenant, on a 4 courses de la fin, et je crois que c'est Monkey Seat ou McLovin, c'est l'un des deux, sur Twitter, qui a fait cette très bonne remarque. Si Verstappen gagne au Brésil, il va se retrouver dans la situation de Rosberg où il pourrait finir deuxième de tous les Grands Prix qui restent et être champion du monde quand même. Donc ça peut quand même commencer à cogiter. Alors, connaissant le Boyum un petit peu, je pense que vraiment il n'y a aucun risque que ce soit le cas et je pense que c'est solide comme un roc. Mais on ne sait jamais. C'est pas terminé, mais on ne sait jamais. C'est peut-être là où il peut faire une petite erreur, un petit truc, voilà. Il faut garder cela à l'esprit. Il se retrouve dans une situation qu'il n'a jamais connue auparavant en Formule 1. Parce que évidemment, voilà, la Formule 1... c'est quand même très différent. Il a joué le titre face à Esteban Ocon en F3 à l'époque, en 2014, certes, mais là, c'est pas pareil du tout. Donc vraiment, Verstappen qui prend une option sur le titre, mais vraiment, il le mérite aujourd'hui parce que son Grand Prix a été absolument impeccable. Et donc, franchement, voilà, Markowski dit pas plus mal de terminer en deuxième ligne. Après, honnêtement, au départ, moi, je suis très surpris quand même qu'il ait mené dans le premier virage. Je vous expliquerai pourquoi, selon moi, tout à l'heure, quand on parlera de la personne principale en cause. Elle a terminé 15e aujourd'hui du Grand Prix. C'est pour ça qu'on en parlera dans un petit temps. En tout cas, Max Verstappen, bravo, super victoire. Lewis Hamilton, deuxième. Bah voilà, c'est qu'aujourd'hui, il n'y avait plus de... Salut Théo, dans le chat. Mais il n'y avait plus de solution. Voilà. Ils étaient vraiment à court d'idées. J'apprécie quand même le fait qu'on ait tenté de le faire s'arrêter plus tôt. Voilà, on a au moins un peu réagi chez Mercedes. On a tenté quelque chose pour espérer... une petite aide. Maintenant, bon, il s'est retrouvé derrière Leclerc à la sortie des stands et c'était vraiment pas bon pour Lewis Hamilton. Mais je pense que voilà, il est un peu désemparé. On l'a entendu à la radio. Voilà, c'est-à-dire que la Red Bull était beaucoup plus rapide aujourd'hui. En tout cas, celle de Max Verstappen. Et je pense qu'il a très vite compris qu'il ne pouvait plus rien faire. Et puis aussi, je pense qu'il y a un point vraiment psychologique très important qui est que en 1 kilomètre, il passe de deuxième avec son équipier devant lui qui peut jouer un rôle de protecteur incroyable et les deux Red Bull derrière. 1 kilomètre plus loin, il est entre les deux Red Bull et son équipier, il est en tête à queue. C'est terrible. C'est absolument terrible. C'est un coup quand même au moral parce que ça relance toutes les stratégies possibles. Il a essayé de se battre face aux deux Red Bull. Bravo quand même d'avoir résisté à Perez jusqu'au bout parce que Perez était dans cette situation qu'on a vue à maintes reprises cette année, qui était la fameuse situation où vous avez un pilote qui s'arrête beaucoup plus tard, donc il perd du temps dans le relais précédent, mais il revient très fort dans la fin du dernier relais et les deux stratégies convergent, et donc voilà, il a quand même réussi à bien résister à Sergio Perez. Je pense que quand même il fallait pas 4 tours de plus, ça va être compliqué, mais vraiment là on commence tout doucement à s'inquiéter peut-être chez Mercedes. Après, en soi, sur le papier, c'était un circuit où vraiment c'était bon pour Red Bull, parce que c'est toujours un circuit qui a été très bon pour cette monoplace et pour le moteur Honda aussi, le circuit de Mexico. Maintenant, même avec ces excuses entre guillemets, on rappelle, globalement cette année, sur les circuits où la Red Bull doit être plus rapide, elle l'est, et sur les circuits où la Mercedes doit être plus rapide, il y a match. Donc, il y a quand même globalement, de ce qu'on pourra dire cette saison 2021, c'est que vraiment il y a eu un léger retrait de Mercedes et un véritable bond en avant de Red Bull, et ce qui fait que voilà, Red Bull a conservé ses forces sur les circuits où elle est justement forte, et elle a réduit son écart et elle est revenue sur Mercedes sur les circuits où Mercedes avait l'avantage. Donc voilà, c'est quand même
c'est quand même mon avis pour Hamilton, ça va devenir compliqué. Il faut toujours y croire, évidemment. Je vous rappelle, il n'y a que 20 points d'écart, il y a moins d'une victoire d'écart hein, entre les deux premiers du championnat, donc rien n'est joué, il reste encore 4 grands prix. Et c'est vrai j'avais aussi lu ça sur Twitter, on n'a pas eu un abandon mécanique encore pour les deux, si je dis pas de bêtises, ou c'était plutôt sur Discord que j'avais vu ça, mais il n'y a pas eu un abandon mécanique encore, il n'y a rien eu. Ça peut arriver dans les 4 dernières, on le souhaite pas, et je veux que ce soit une lutte sublime jusqu'au bout, et si Verstappen doit être champion à 2 courses de but, parce qu'il a gagné les 3 prochaines, et ben il le sera, et bravo à lui. Mais quand même, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver et ce serait vraiment dommage. En tout cas, Hamilton a fait absolument tout ce qu'il a pu aujourd'hui. Sergio Perez, 3ème, ça fait plaisir. Première fois qu'un pilote mexicain termine sur le podium à domicile. Et on a vu très très belle ferveur et c'était génial. Et pour lui et son papa, c'est comme s'ils avaient gagné. Hein. C'était complètement fou. Il a fait le travail, il a fait le boulot, hein, Sergio Perez, et c'est très bon. Et même en qualif, voilà, il se prend un dixième seulement par Verstappen. Donc, même s'il y a eu ce fameux dernier tour, un petit peu de la discorde. Mais voilà, franchement. Il est dans le rythme, il revient un petit peu quand même. À Austin, les gens se sentent un peu mieux. Voilà, ça fait plaisir de revoir Sergio Perez à ce niveau-là. Et on sait jamais, il faut continuer d'y croire. Peut-être que l'an prochain. Alors après, voilà, ça peut être toujours ce même système. Hein, ça peut être le schéma Vettel qui se crée chez Verstappen, c'est-à-dire une saison où il lutte pour le titre, il le gagne. Et l'année d'après, il écrase tout le monde comme avait fait Vettel en 2011, comme avait fait Marc Marquez en MotoGP en 2013-2014. C'est cette première saison où c'est un peu compliqué, parce que c'est la première lutte pour le titre, et puis ensuite, ça libère, et il pourrait dominer la saison. Mais après, le truc, c'est que Vettel en 2011 et Marquez en 2014 n'avaient pas un énorme changement de règlement. Donc il va falloir voir ce que ça donne. Théo, ils en sont où, Max et Lewis, au niveau des pièces utilisées? J'ai pas le décompte exact là tout de suite, je vais essayer de te le retrouver sur le site de la FIA. Maintenant, oui, il peut toujours y avoir des pénalités, mais ça devrait pas être des pénalité réellement de départ en fond de grille. Ça peut l'être pour Hamilton parce qu'il avait pris que 10 places, il n'avait pas tout changé sur sa voiture. Mais je pense que ça devrait pas être le cas. Alors attendez que je retrouve. C'était donc voilà, les PU elements used per driver up to now. Donc c'était avant le Grand Prix du Mexique. Mais on n'a pas eu de changement majeur chez Hamilton. Écoute, au niveau des moteurs, donc il y a 4 moteurs à combustion interne pour Hamilton et pour Verstappen. 4 systèmes d'échappement pour Hamilton. Il y en a 7 pour Verstappen. Rendez-vous compte. 4 combustions internes, sinon le reste, il a 4 en fait sur la majorité des éléments. Là où il y en a que 3 autorisés, et il a 3 sur les éléments, il y en a 2 autorisés. Donc il y a quand même des trucs un petit peu plus frais peut-être Verstappen, mais il les a montés plus tôt aussi que Lewis Hamilton. Donc je pense que ça devrait être, ça pourrait se recroiser au niveau de cette stratégie des différentes pièces. Mais en tout cas, voilà, Sergio Perez, bravo, parce que c'est un joli Grand Prix qu'il nous a livré pour terminer 3ème. Pierre Gasly 4ème, bah, super. Mais en fait c'est terrible parce que Pierre Gasly, en fait, c'est... comment vous dire, c'est-à-dire que c'est banal maintenant ce qu'il fait, c'est dramatique, on y est, hein, ça fait des semaines que je vous le dis, mais on est vraiment dans cette situation où on est en train de banaliser l'exceptionnel. Enfin, il y a 2 théories, il y a honnêtement 2 théories, où Pierre Gasly boxe complètement au-dessus du niveau de cet AlphaTauri, et il s'est réalisé une saison de gros malade mental, et il le faisait déjà l'année dernière, ou l'AlphaTauri est une excellente voiture, et c'est Yuki Tsunoda qui fait une saison catastrophique. Vous voyez, c'est compliqué. Moi, je veux croire que la vérité est plutôt dans la première proposition, parce que je ne peux pas croire que l'AlphaTauri mette 17 secondes à la Ferrari de Leclerc comme ça en course de manière normale. Ou voilà. Pour moi, c'est pas. Pour moi, je pense quand même que Gasly fait une saison de folie, mais je pense quand même qu'on apporte les deux. L'AlphaTauri n'est pas aussi mauvaise que ça. Tsunoda se prenait quand même des valises. Et je pense que les valises étaient dues à son manque d'expérience, à son manque de confiance aussi, plutôt qu'au fait que Gasly était surperformé absolument, quoi. Quand on voit ce que Leclerc fait en qualif en général, là où il arrive à tirer absolument la quintessence absolue et il met pas des valises complètes à Sainz, voilà, je pense que AlphaTauri est quand même une bonne monoplace, mais que Gasly arrive à en tirer un peu plus, vraiment, et qui fait des perfs extraordinaires. Et là, il fait 4ème esselé pendant toute la course, c'est-à-dire que c'est pas dans le sens où il est 4ème et il se bat contre le 5ème, il est juste 4ème tranquillement. Une fois que Bottas a été mis en tête à queue, c'était fini, quoi. Gasly, il était là, merci, au revoir, on se retrouve au pied du podium, et peut-être on croise des doigts sur un podium en fin de course, parce qu'il suffit qu'il y en ait un des 3 qui a un problème moteur, et c'est gagné, quoi, pour le podium. Donc vraiment incroyable.
Incroyable ce qu'il fait Pierre Gasly, vraiment chapeau. Encore une fois ici, et il aide bien AlphaTauri dans leur lutte aussi, face à Alpine bien sûr au championnat des constructeurs. Ensuite, eh bien, nous avons les deux Ferrari, on va faire un petit package bien entendu. Charles Leclerc devant Carlos Sainz, alors il y a eu ce fameux petit truc, alors c'était bien tenté hein, de Ferrari bien sûr d'essayer de mettre Sainz devant, puisqu'il avait des pneus qui étaient plus neufs, donc ils se sont dit on va mettre Sainz devant Leclerc pour essayer d'aller rattraper Gasly. À partir du moment où ils ont vu que ça marchait pas, bah, on a remis Leclerc devant parce que Leclerc s'était mis devant au départ de la course et il était resté. Et voilà, il a fait un bon Grand Prix, Charles Leclerc. Ferrari, ouais, c'était une course solide, c'est-à-dire qu'ils font 18 points. Voilà, au moins, il y a toujours ces petits armements stratégiques, mais la voiture, quand même, globalement, est solide et elle est bonne troisième du classement, et je pense. Donc c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'ils ont fait ici. Et voilà, on a tenté des choses un petit peu différentes au niveau stratégique. Finalement, en fait, ce qui est pratique, c'est que cette fois-ci, Ferrari peut se le permettre. C'est évidemment pas le cas l'an dernier, par exemple. Mais ils peuvent se permettre de faire des stratégies un petit peu plus décalées, un peu plus osées, qui sortent un peu de l'ordinaire. Ou par exemple, la stratégie de Leclerc, on le fait arrêter quand même relativement tôt, entre guillemets, parce que voilà, on va devoir faire un long relais sur les durs. Parce qu'ils avaient un matelas tellement important sur la concurrence derrière eux qu'il n'y avait aucun risque, en fait. Donc non, ils ont bien, quand même voilà, fait ce qu'il fallait. Ils prennent un petit peu d'avance aussi pour la troisième place du championnat des constructeurs. C'est quand même super important et ce serait fort s'ils arrivaient à terminer à cette place-là. Donc bien joué. Vraiment, bravo Ferrari. Sébastien Vettel qui termine 7ème, ça c'est très intéressant. Belle course. Belle course de Vettel. Je n'ai pas écrit grand-chose dessus parce que même lui, c'est un petit peu ennuyeux. C'est-à-dire qu'on lui disait à la radio, les freins ça va, les pneus ça va, machin. Et lui il dit, bah oui, la météo aussi, tout va bien. Voilà, il s'est retrouvé un peu là aussi grâce au carnage devant. C'est vrai que quand vous retrouvez avec Raikkonen et Alonso derrière, c'est un peu plus facile, mais il fait totalement le travail. Et bien joué. Bien joué, on s'attendait pas forcément à voir l'Aston Martin aussi à l'aise dans ces conditions-là. Donc joli. Ça fait 6 points, c'est important. Aston Martin il continue à marquer des points assez importants. Et on va pas se le cacher, c'est très bien, vu le week-end cataclysmique que nous a fait l'autre Aston Martin. Voilà, encore une fois, faut vraiment, on le souhaite. Hein. Alors j'espère pour eux qu'en 2022, ils vont faire une super voiture et que du coup, ce sera le moment où les deux décideront d'être bons le même Grand Prix. Mais il va falloir s'y mettre. Parce que les trucs où il y a une Aston Martin qui va... s'il y a une Aston Martin qui va dans les points et que l'autre, elle fait n'importe quoi, c'est sûr que tu peux pas jouer, tu peux pas jouer le classement constructeur en faisant ça. Faudrait que les deux finissent dans les points. Ou que les deux fassent de la merde en barquette le même week-end, hein, mais quelque chose, quoi. Je veux dire, faites quelque chose tous les deux. Sébastien et Lenz. Mais voilà, qu'on fasse quelque chose. Kimi Raikkonen 8ème, bah là aussi, super chouette évidemment pour Alfa Romeo. Peut-être la dernière entrée dans les points de Kimi Raikkonen en F1, hein. On va commencer quand même à y penser, il reste 4 courses. Elle était à l'aise ici quand même, cette Alfa Romeo, voilà, les deux passent en Q2, ils se retrouvent 10 et 11 sur la grille. Ça me fait plaisir, parce qu'ils se sont retrouvés 10 et 11 sur la grille avec les 72 pénalités qu'on avait infligées aux autres pilotes. Et bah évidemment, on se retrouve avec les Alpha 10 et 11, on se dit, il y a la moitié des gars qui sont en arrière, tout ça, voilà. Il va leur arriver des merdes et tout ça, ils vont finir 14 et 15. Comme d'habitude, à chaque fois qu'Alfa Romeo a une chance de faire quelque chose, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec Giovinazzi, on va pas se le cacher, mais ici, Kimi Raikkonen, 8ème, il a fait totalement le travail, il était, même pas forcément sous la pression d'Alonso, donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir d'enfin avoir quelque chose pour Alfa Romeo, un truc positif pour terminer le week-end, parce que franchement, ça devenait très très compliqué, quoi. C'était vraiment compliqué. Mais franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien pour eux de marquer quelques petits points importants, je pense. Très clairement. Fernando Alonso 9ème. Exceptionnelle course, bien évidemment, de Fernando Alonso. Bah écoutez, voilà, bon, il se retrouve... il nous fait encore un départ sympathique, et puis bon, il évite tout le carnage, et voilà, il s'est retrouvé, à partir du moment où il s'est retrouvé derrière Raikkonen, bah voilà, en fait, il était 10ème derrière Raikkonen, et puis, en fait, il était 9 et 10, et puis ils finissent 8 et 9, parce que Giovinazzi a eu une stratégie catastrophique. Mais voilà, sinon, honnêtement, il n'y a pas... pour moi, il n'y a pas de souci, très clairement. Voilà, l'Alpine n'était pas vraiment dans le rythme. Alors, ce que j'aimerais quand même signaler et saluer,
c'est Alpine en qualif, quoi. C'est plus possible. Moi, je suis désolé, mais la qualif d'Alpine, envoyer Ocon, parce qu'on a quand même le truc extraordinaire, c'est que Ocon va éliminer Alonso en Q1, alors qu'Ocon, on sait qu'il part dernier parce qu'il a des pénalités moteurs, mais c'est prodigieux. Ça, c'est une stratégie, mais c'est fantastique. C'est absolument incroyable. Là, je trouve ça fou. Ouais, évidemment, il devait passer pour donner la spi, mais bon, voilà, ok, à un moment donné, quand tu vois où est Alonso, tu prends pas le risque, quoi. Il a pas fait. Alonso fait pas le boulot, ce qui arrive, hein, je dis pas, mais là, c'était quand même compliqué. C'était difficile. Hein. Merci, Juan, pour l'abonnement, merci beaucoup. Sur Twitch. Mais donc voilà, au moins 9ème, ça fait 2 points, c'est pas mal. Puis Lando Norris 10ème, il partait en fond de grille, Lando Norris, mais on sentait encore une fois, McLaren n'était pas... McLaren, ça devient compliqué. Hein. Depuis la victoire de Monza, la presque victoire de la Russie, et ben derrière, la McLaren est plutôt en rythme, quoi. Et c'est ça qui est un petit peu gênant, un petit peu difficile à comprendre aussi, parce que c'était une super... c'était vraiment une super équipe et tout, mais là... ça devient difficile. Ça devient vraiment difficile. Donc voilà, on fait ce qu'on peut, mais ils ont plus le rythme. Ils ont plus le rythme. Bon, alors peut-être que voilà, il y a un petit souci avec l'exploitation de la monoplace maintenant. Je sais pas. C'est un peu difficile, mais c'est vrai que là, bon, bah, voilà, ça fait 10ème, ça fait qu'un point. Et du coup, bah, Ferrari commence un petit peu à s'échapper. Mais bon, Norris, au moins, il remonte dans les points alors qu'il partait dans les derniers, donc c'est important évidemment et c'est une bonne chose. Giovinazzi, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, Antonio Giovinazzi, voilà, c'est triste. C'est triste de faire cette stratégie complètement flinguée. Il finit 11ème, mais cette fois-ci, c'est pas du tout de sa faute. Vous le savez, je suis pas le premier à le dire, et on est souvent quand même en train de vous dire que Giovinazzi, surtout que depuis qu'on a annoncé que son volant est en danger, il arrive vraiment à faire n'importe quoi, et il a encore failli hier, je crois que c'était en qualif ou en essai, je ne sais plus, mais il a encore fait un tête à queue, enfin voilà, c'était encore compliqué pour lui. Mais aujourd'hui, il fait ce qu'il faut. Il se retrouve 7ème, il évite le carnage devant, il se retrouve en 6ème place, qui devient à 7ème place parce qu'il se fait passer par Sainz, et puis on l'arrête au 16ème tour. Et donc il se retrouve dans le trafic, et voilà, il se fait bouffer, et voilà, il termine 11ème. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage là pour Giovinazzi. J'espère quand même que chez Alpha, on va savoir faire son examen de conscience et dire que on a merdé dans les grandes largeurs et que voilà, faut pas. Enfin, c'est vraiment. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Là pour Giovinazzi, je suis vraiment déçu pour lui parce que je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont véritablement voulu essayer chez Alpha, si c'était. Pensé en amont, je sais pas. Je sais vraiment pas, mais du coup, bah, ça fait qu'il marque pas de points, alors qu'il y avait une belle opportunité d'avoir les 2 alphas dans les points aujourd'hui. C'est pas tous les jours que ça arrive, donc c'est un peu dommage. Ricciardo 12ème, bah, lui, il fait ce qu'il peut. Alors, je vais peut-être avoir un avis qui est un peu... voilà, qui est un peu particulier au sein de la communauté Formule 1, mais oui, il se loupe un peu au premier virage, dans le sens où il freine, il bloque la roue, mais j'estime qu'il a très bien... ramener la situation sous contrôle et que le contact, c'est juste pas de bol, quoi. Parce que vous le voyez, en fait, Ricciardo, il touche Bottas avec l'aileron avant, et du coup, ça casse son aileron avant. C'est pas comme s'il tentait un truc à l'intérieur ou quoi. Pour moi, il y a un peu des deux, en fait. Et c'est pour ça aussi, je trouve qu'il n'y a pas eu d'enquête des commissaires de piste, des commissaires de course, parce que, ben, il fait certes une faute, mais elle est pas flagrante, et pour moi il y a un peu aussi de Bottas, dans le sens où Bottas se rabat complètement comme s'il y avait personne autour, donc pour moi il y a un peu des deux, peut-être un peu plus, il y a un 60-40 pour Ricciardo, mais il n'y avait vraiment pas pour moi de problème avec Ricciardo pour dire oui, clouez-le, clouez-le, et tout ça, mettez-le au pied, enfin, on va le mettre sur la croix, parce que non, franchement pour moi il n'y a pas de... C'est pas une si grosse faute, parce que oui, il y a le blocage de roue, mais ils se remettent aussi sous contrôle. C'est pas comme ils bloquent terriblement la roue, il casse le moteur trop vite. Non, ça se joue à rien, le contact est très léger. Et voilà. Après, il fait ce qu'il peut. Déjà, il passe Bottas sur restart, c'est bien, hein, bien sûr, et puis il le tient derrière tout le temps. Après, voilà, c'est compliqué de remonter à ce moment-là, et vraiment, voilà, c'est compliqué. C'était compliqué pour Ricciardo, mais bon, il finit 12. Esteban Ocon 13ème, bah écoutez, moi je suis déjà très content pour lui, je vais être très court sur Ocon. Ocon fait 13,
Déjà, Ocon termine, moi je suis très content parce qu'il y a quand même 2 voitures qui décollent dessus. J'ai adoré d'ailleurs, merci Twitter, vous avez été formidable. Parce que j'ai donc tweeté que c'était superbe de le voir avec comme ça. Et vous avez été tellement nombreux à dire maman travaille sur un tank, mon ange, ou maman travaille sur des suspensions, mon ange. Merci, vous avez été parfait. Merci beaucoup. Bien entendu, ne changez rien. Mais voilà, bon, après Ocon, il fait la course qu'il peut. C'était pas simple. Lance Stroll, écoutez, moi il va se cracher en qualif alors qu'il part dernier de toute façon parce qu'il a des pénalités moteurs. C'est emmerdant, quoi. C'est plus possible. Et puis après, voilà, il fait ce qu'il peut en course. Il y a cette bataille avec Latifi où ça se joue quand même. Ça joue des coudes, quoi. Voilà, c'est. Je sais pas. Je suis vraiment pas. Je suis pas convaincu quand même, moi. Stroll fait pas un bon Grand Prix, quoi. Fait pas un bon week-end, donc c'était compliqué. Mais rassurez-vous, on va parler du 15e. Parce que bon, Valtteri Bottas. Moi, je suis désolé. Je n'en peux plus, moi, de Valtteri Bottas. Essayez vraiment tout ce que vous voulez pour trouver des excuses, tout ça, prendre sa défense, faites-le, n'hésitez pas, le chat est là pour ça, faites-vous plaisir. Moi, je vous dirais juste que tout ça, j'estimerais que c'est nul et non avenu. C'était Valérie Bottas, tout à fait, Giggs. Jean-Antoine avait raison depuis le début, en fait. Bon, on va commencer par le départ, déjà. On va commencer par le commencement. Il prend pas un départ formidable, ça, il n'y a pas de souci. Bon. Maintenant, je vais proposer quelque chose. Dites-moi si c'est con, ça peut l'être, mais je me rappelle, en 2004 ou en 2005, c'était lors d'une de ces saisons chez Baronda. Takuma Sato avait du mal au départ, il a été pris en beaucoup d'accidents, beaucoup de problèmes, tout ça. Bon. Et du coup, ils lui ont vraiment mis un spotter. C'est-à-dire que vous aviez au départ du Grand Prix, Takuma Sato, il prend le départ, et il y a un mec dans son oreille qui dit il y a une voiture à gauche, une voiture à droite, ça remonte, ça va. Et il lui disait tout ce qui se passait autour de lui pour que Sato puisse prendre les bonnes décisions. Eh ben pourquoi pourquoi ne pas mettre ça chez Bottas? Vous allez me dire, parce qu'il reste 4 courses, connard. Oui, c'est tout à fait normal, et vous avez raison. Mais pourquoi est-ce que ce serait pas malin, mais dans une autre dynamique? C'est-à-dire que là, c'est pas parce qu'il fait n'importe quoi, c'est pourquoi on lui mettrait pas quelqu'un dans l'oreille qui dit ok, Valtteri, Lewis a pris un bon départ, reste à gauche, bloque Verstappen. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense qu'ils ont quand même dû en discuter dans le briefing. Ils ont dû dire à Bottas, bon, on prend le départ, tu te mets devant Lewis prend la speed et te dépasse au premier virage. Bon, manque de bol, voilà, manque de bol, Bottas prend pas un super départ, Hamilton prend une bonne impulsion, prend un bon départ, et il se retrouve côte à côte. À partir de ce moment-là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils auraient dû dire à Bottas dans le briefing, si jamais Hamilton prend un meilleur départ que toi et est à côté de toi, reste à gauche, prends la trajectoire de course pour maximiser les chances d'avoir une Mercedes en tête du Grand Prix après le premier virage. Bon. Du coup, il se met au milieu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il se met au milieu. Verstappen, parce que oui, il est joli son freinage, bravo à lui, mais c'est ridicule. Verstappen, on lui offre la trajectoire de course. Il a une meilleure vitesse de pointe, il peut prendre la spi, enfin, c'était un cas d'école ce qui s'est passé. Donc du coup, Bottas perd les commandes du Grand Prix. Bon. Mais du coup, il freine tôt parce qu'il voit, il est en sandwich, machin, il freine un peu tôt. Il y a aussi le système où il se dit, bon, maintenant que Verstappen m'a passé, il faut qu'Hamilton me passe aussi parce que sinon ça va être un drame si je suis deuxième entre les deux. Enfin voilà. L'équipe va pas être contente. Il rentre quand même dans le premier virage comme si personne n'existait. Vraiment, moi je suis désolé, je trouve qu'il tourne quand même brutalement alors qu'il a freiné un peu tôt et donc il se prend Ricciardo. Bon, il part en tête avec lui. Bon, déjà, il se fait passer par Ricciardo au restart. Moi je trouve ça incroyable. C'est quasiment le seul mec qui s'est fait dépasser au restart, quoi. C'est quand même prodigieux. Et il a été incapable, derrière, de faire quoi que ce soit. Alors oui, Manu, elle n'est pas faite pour être dans le peloton. Oui, tout ça, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, c'est quand même censé être des pilotes de course. Ils sont... Enfin, merde, il y a quand même moyen de dépasser, quoi. Je sais pas, il a tenté tellement de trucs, et ça n'a jamais passé parce qu'il est tendre, Bottas, aussi. Et moi, je continue de penser... Alors, j'espère, je sais que beaucoup y pensent, et j'espère, comme vous, que son départ chez Alfa Romeo va faire qu'on va retrouver le Bottas un peu combatif,
Et si finalement ce Bottas combatif n'avait jamais réellement existé, et si en fait il n'est pas juste trop tendre, et j'ai peur qu'il se fasse bouffer dans le peloton l'an prochain, quoi. Ça me fait vraiment... ça me fait peur, pour moi c'est une possibilité. Il a été nulle part aujourd'hui. Et alors, le sketch en fin de Grand Prix, alors ça c'est quand même... Les 14 arrêts au stand pour aller chercher le meilleur tour. Alors, quand même un truc intéressant, parce que tout le monde nous dit oui... Manu, si Bottas restait à gauche, Verstappen le prenait à l'intérieur pour son départ. Bah ouais, mais si Bottas reste à gauche, Hamilton part vers la gauche aussi. Et si Verstappen prend l'intérieur complet sur les deux, rien ne dit qu'il prend le premier virage correctement, parce que quand même, on vous rappelle, la piste était très... comment dire, la piste était très glissante, très sale, très poussiéreuse en début de week-end. C'est resté poussiéreux à l'intérieur. Quant à l'extérieur, on l'a vu, Max il a pu faire un freinage vraiment en appui, un bon freinage, parce qu'il était sur cette trajectoire de course. Je suis pas sûr que si tu forces Verstappen à l'intérieur, il prenne la tête au premier virage. Hein. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Donc voilà, moi je pense quand même qu'il a fait une faute, comme souvent, comme toujours dans les combats, dans les situations de départ, dans les situations un peu chaudes. Il est bon en qualif, et encore une fois, la pole d'hier est très jolie, et bravo à lui. Ça lui permet de gagner un casque réplica de Juan Manuel Fangio, c'est formidable. Bon, globalement, ils ont gagné un bol avec des lunettes d'aviateur, mais c'est très bien. Oh là là, il a fait un blasphème. C'est une réplique, ça va. Oh. mais vraiment, voilà, il est rapide, mais c'est pas un tueur. Je suis tout à fait d'accord avec ça, Xwan. Puis à la fin, avec les 12 arrêts au stand à faire juste pour qu'il aille chercher le meilleur tour, il n'a pas le point du meilleur tour, soyons d'accord. Hein, il a fini 15e, il n'a donc pas le point du meilleur tour. Maintenant, vous êtes apparemment dans le chat en train de dire c'est un peu un scandale qu'il puisse aller chercher s'il est 15e. Bah non, moi je trouve que ça aide, voilà, ça nous a donné un petit truc en fin de Grand Prix, quelque chose, voilà, qui va aussi influer sur la lutte, au championnat constructeur, au championnat pilote. Donc pour moi c'est important, il n'y a pas de point du meilleur tour aujourd'hui, et ça permet quand même à Verstappen de marquer un point de moins, donc c'est important, il a fait le travail, Bottas. Et quand... mais pas normal de pouvoir l'avoir du top 10, mais Guillaume, t'as plein de courses dans l'histoire avant que le point du meilleur tour existe, t'avais plein de courses aussi où c'était parfois un mec en 14e place qui avait le meilleur tour en course, mais ça c'est le jeu, c'est pas grave, je veux dire, maintenant on s'y intéresse parce qu'il y a le point du meilleur tour, mais il n'a pas le point, hein, Guillaume, je tiens à le préciser, il n'a pas le point, c'est le point n'est que attribué dans le top 10. Si t'es dans le top 10, si t'as le meilleur tour en course, tu marques un point en plus, si tu n'es pas dans le top 10, tu ne marques pas de point. Mais là c'est bien, ça offre, petit côté stratégique, ça offre au moins un petit piment en plus en fin de course, où là, certes, il y avait la remontée de Perez sur Hamilton, c'était intéressant, mais s'il n'y avait pas ça, bah on se faisait chier quand même pendant ce Grand Prix de Mexico. Faut dire les termes, on s'est pas complètement amusé non plus pendant cette course. Donc c'était bien d'avoir le petit truc avec Bottas qui va essayer de chercher le meilleur tour pour enlever un point à Verstappen. C'est important, c'est un sport d'équipe, la Formule 1. Et quand... Je vois pas la tête, tu dis Guillaume, mais quand Perez fait pareil, par exemple, quand on fait un Grand Prix où on fait rentrer Perez au stand quand il est 3e ou 4e parce qu'il a un arrêt gratuit pour aller chercher le point du meilleur tour parce que c'est Mercedes qui l'a, pour enlever du coup un point à Mercedes, ben, pour moi, il n'y a pas de souci. C'est pareil. Bah, oui, mais bon, c'est la même chose. Ils le font pas pour que Perez ait un point en plus, ils le font pour que Mercedes ait un point en moins surtout. Après, si ça fait un point en plus, c'est bien. Mais là, du coup, Mercedes, bah, dans leur situation, qu'est-ce qui est le mieux que tout le monde marque 0 ou que Red Bull marque plus 1 ? Bah, que tout le monde marque 0, donc ils mettent Bottas pour qu'il y ait un point en moins. Moi, ça me choque pas. Ça me choque vraiment pas. Derrière Bottas, on a les Williams, 16-17, donc Russell Latifi. Bon, Russell qui prend un super départ, il se retrouve 9ème. Hein. Mais après, voilà, la Williams, là, c'était vraiment compliqué, très clairement ce week-end. Elle a atteint un plateau depuis quelques Grands Prix, et c'est vrai qu'elle est plus trop dans le rythme. Mais voilà, il y a quand même eu des très bonnes bases qui ont été posées cette année, donc on a hâte d'être à 2022. Nikita Mazepin termine 18ème, quel dommage, alors qu'il était 12ème à un moment donné de la course. J'ai cru à ses premiers points, et en fait, pas du tout, il termine à 3 tours, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on vous dise, de la course de Nikita Mazepin, il a encore fait un week-end à la Mazepin, voilà, au moins il n'a pas eu l'occasion de tenter de tuer Mick Schumacher cette fois-ci, puisque Schumacher a abandonné directement. Mais voilà, franchement, il n'y a pas de souci. Et voilà, bon, bah, il a fait un Grand Prix, c'est comme ça. Alors Guillaume, pour avoir le meilleur tour sans marquer le point de Sodaï, c'est particulier quand même. Oui, non, mais comme l'a dit MMG, c'est pour éviter que tout le monde s'arrête aussi. Parce que sinon, tout le monde s'arrête, tout le monde essaie d'avoir le point du meilleur tour, et ça devient une foire absolue.
Mais voilà, franchement, pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, du coup, les abandons, évidemment, de Mick Schumacher et Yuki Tsunoda au départ, c'est dommage pour les deux. Hein. Voilà, ils se retrouvent pris dans un accrochage qui n'est pas forcément de leur fait. C'est dommage, on peut pas dire grand-chose de leur course. Petit coup de chapeau quand même à Yuki Tsunoda qui a fait un beau week-end. Et c'est dommage de le voir se terminer là. Ça aurait pu en fait être pas mal parce que Tsunoda était le seul à être en soft. Peut-être que ça aurait pu donner une stratégie, enfin voilà, ça aurait pu donner un peu de piment peut-être en milieu de peloton, mais on ne le saura jamais puisqu'il a été contraint à l'abandon. Donc lors de ce Grand Prix de Mexico. Oui, il y avait Ocon en soft aussi, mais oui, bon, voilà, oui, effectivement, il y avait Ocon en soft et il n'a pas dynamité quoi que ce soit. Enfin, il a dynamité, comment dire, il a dynamité Schumacher et Tsunoda, quoi, finalement, mais c'était pas de leur faute. Au niveau des championnats, donc, Max Verstappen, qui est le premier pilote cette année, a passé 300 points, 312 points et demi maintenant pour Verstappen, 293 et demi pour Lewis Hamilton. Autant vous dire qu'il y a maintenant 19 points d'écart entre les deux pilotes leaders du championnat. Valtteri Bottas est troisième avec 185 points, il a 20 points d'avance sur Sergio Perez. Lando Norris 5e avec 150 points, hein, c'est encore pas trop loin pour Norris. Leclerc 6e devant Sainz, il y a 7 points et demi d'écart entre les deux Ferrari. Ricciardo 8e devant Pierre Gasly, 86 points pour Gasly, et 60 points pour Alonso qui est 10e. Hein. Donc il est solidement installé pour l'instant à cette 9e place actuellement, Pierre Gasly. Au niveau du championnat des constructeurs, Mercedes donc en tête avec 1 point d'avance maintenant sur Red Bull à 4 Grands Prix du but. Ça va être superbe à suivre cette bataille. 478,5 à 477,5. Ferrari désormais 3e donc avec 13 points et demi d'avance sur McLaren Mercedes, c'est quand même pas mal du tout. Alpine est 5e ex aequo avec AlphaTauri. Et vu comment ça se passe ces derniers Grands Prix, on pourrait commencer à mettre une petite pièce sur AlphaTauri 5e, ce qui serait très bien. Aston Martin 7e avec 68 points, 8e Williams 23 points, 9e place pour Alfa Romeo avec 11 points et 10e Haas avec 0 unité. Bien sûr, encore une fois, de la 7e à la 10e place, ça devrait rester plus ou moins là. Hein. On ne devrait pas changer. Il y a la bagarre pour la 5e place, bagarre pour la 3e place, bagarre pour la première place. Ça va être super intéressant, bien sûr. Prochain Grand Prix, on vous le rappelle, c'est la semaine prochaine. On est dans le tout début d'un triple header, comme disent nos amis anglo-saxons. 3 Grands Prix de suite en 3 semaines. La semaine prochaine, c'est donc le Grand Prix du Brésil. Non, c'est le Grand Prix de Sao Paulo. Enfin, je vous l'ai dit en plus en début de débriefing. Le Grand Prix de Sao Paulo à Interlagos. Attention, c'est la dernière des qualifications sprint. Donc, les qualifications ont lieu vendredi à 20h. La qualification sprint, la course de 30 minutes donc du samedi et de 100 km va avoir lieu à 20h30 et le Grand Prix c'est dimanche à 18h. Mais pas de panique, on vous rappellera tout cela mardi à 20h30 dans Grand Prix. On se retrouvera ensemble avec toute l'équipe de Next Gen Auto pour débriefer de ce Grand Prix du Mexique. On en parlera également jeudi à 20h30 dans le Racing Café, bien évidemment. 20h45 d'ailleurs, il faut que je m'habitue au nouvel horaire. 20h45 pour le Racing Café, on vous parlera de ça, on vous parlera d'endurance puisqu'il y avait la finale du championnat du monde ce week-end. On vous parlera de MotoGP avec la victoire de Pecco Bagnaia aujourd'hui au Grand Prix d'Algarve et la chute quand même qui a fait peur à la fin avec Iker Lecuona et Miguel Oliveira. Et on vous parlera aussi de NASCAR parce qu'en ce moment même, c'est la finale de la saison 2021 de NASCAR. On est au deuxième segment, 18e des 115 tours du deuxième segment. Pour l'instant, ça commence tranquille, mais on a quand même les 4 prétendants au titre qui sont aux 4 premières places. Donc c'est plutôt pas mal du tout cette bataille, et c'est Chase Elliott pour l'instant qui mène les débats. Non, ce sera pas 21h, Zohan, ce sera 20h45 parce que ce jeudi, je suis chez moi, donc il n'y aura pas de raison que je sois en retard. Et puis même si je suis en retard, moi je fais à chaque fois tout ce que je peux pour arriver le plus à l'heure possible. J'étais dans un état de délabrement total jeudi, donc j'ai fait de mon mieux et j'en suis désolé encore une fois les amis. Merci beaucoup d'avoir été là, on se retrouve donc très très vite, à la prochaine, ciao ciao.